voudrais parler aujourd'hui, ce soir, nous sommes le 9 juillet 2014, il est 21h30. Je voudrais parler des quelques études que j'ai consacrées à la Bibliotheca Hermetica de René Allo dans les années 70. Là, il a publié comme ça 4 ouvrages, un d'Ibn Ezra, un de Morin de Villefranche, un de Manilius et un de Ptolémée. Alors, publié, je veux dire qu'il a dirigé une collection dans ce sens entre 1970 et 1977. Donc ça a duré 7 ans. Je parle sur le plan de l'astrologie. Il y a eu d'autres ouvrages qui sont parus dans le domaine de l'alchimie et notamment aussi de la magie. Bon. Alors, la lecture ou la relecture de ces 4 ouvrages qui ont été, enfin, en ce qui me concerne, moi j'avais publié, c'est moi qui ai fait le travail pour les 2 derniers, celui de 75 et celui de 77, concernant Morin de Villefranche et Abraham Ibn Ezra. Ces 4 ouvrages couvrent une période qui va du 1er siècle de notre ère, avec Manilius, suivi de Ptolémée au 2e siècle, jusqu'au 12e siècle avec Ibn Ezra, et au 17e siècle avec Morin de Villefranche, Jean-Baptiste Morin, professeur au Collège Royal. Et j'ai relu ces textes et j'en ai tiré un certain nombre d'informations utiles, intéressantes, et parfois assez surprenantes d'ailleurs. Et je pense que ces textes ont nourri beaucoup de chercheurs, parce qu'ils sont là depuis très longtemps, dans le paysage astrologique, et on les trouve encore sur Internet, et puis ils ont été, je crois, numérisés, on les retrouve sur l'arbre, je ne sais plus comment ça s'appelle, de Philippe Cambie, l'arbre d'or, je sais pas, et puis ailleurs. Donc, enfin, tout ça, c'est des ouvrages qu'on peut retrouver, c'est le grand avantage d'Internet, tout se retrouve, ou on peut l'acheter aussi sur Price Minister ou ailleurs. Et qu'est-ce qui me frappe? La chose qui me frappe le plus, enfin une des choses qui me frappe le plus, j'en ai déjà parlé, je pense, dans d'autres vidéos, c'est le fait que la question du masculin et féminin est fondamentale chez Manilius comme chez Ptolémée. Et quand je dis fondamentale, elle est centrale, alors qu'elle va être estompée par la suite, à partir du Moyen-Âge, vers le Xe siècle, ça sera moins important pour des raisons que je vais expliciter ici. Et une des raisons, c'est qu'on ne parle pas des 4 éléments répartis entre les 12 signes chez Manilius ou chez Ptolémée. Ça n'existe pas. On dit simplement qu'un trigone réunit 3 signes de même sexe. Chez Manilius, le phénomène est encore plus étrange, puisque lui, il a 6 déesses et 6 dieux. Il ne parle pas de planète. Manilius, au 1er siècle, ne parle pas du tout du rôle des planètes en astrologie. Ça n'existe pas. Il parle des maisons, longuement, de façon diverse d'ailleurs. Il parle des signes, bien évidemment. Il parle des ascendants. Il parle des étoiles, éventuellement, qui se lèvent à l'ascendant. Mais il ne parle pas des planètes. Et le dispositif qu'il propose concernant les rapports entre les dieux et les signes, d'abord, bien beaucoup de ces dieux ne sont pas des planètes, et deuxièmement, ça ne sont pas les mêmes correspondances qu'avec le dispositif de Ptolémée. Les planètes ne sont pas dans les mêmes signes. Mais il y a des polarités intéressantes, c'est-à-dire que chaque dieu a en face de lui, dans un signe opposé, une déesse, et inversement. Et donc on trouve le couple Mars-Vénus, on trouve le couple Soleil-Lune, Apollon-Diane, qui dit. On trouve d'autres couples, je n'ai pas en tête, Vesta face à Mercure, Junon face à Jupiter, c'est assez classique.
Vulcain face à Pallas, des choses comme ça. Et donc on voit bien que cette dualité existe, elle n'existera plus dans la tétrabible, où par exemple Mercure, qui est un dieu, fait face en Gémeaux, face à Jupiter en, en Sagittaire, donc deux dieux, et puis c'est la même chose pour Mercure en Vierge et Jupiter en Poisson. Donc voilà. Alors la théorie des aspects, elle est un petit peu en difficulté dans tous ces ouvrages, qui sont d'ailleurs, qui ne sont absolument pas des ouvrages originels, n'est-ce pas? On voit bien qu'ils reçoivent une tradition beaucoup plus ancienne, qui ne nous est pas parvenue, entre parenthèses, mais qu'on peut reconstituer. Alors, il y a notamment cette fameuse question du quinconce. Normalement, on a 60 degrés de sextile, 80 degrés, donc 60 degrés à sextile qui réunit deux signes de même sexe, 80 degrés le carré qui réunit deux signes de sexe différents, 120 degrés qui réunit deux signes du même sexe, et puis 150 degrés normalement qui réunit deux signes de sexe différents. Mais le 150 degrés disparaissent et c'est remplacé par l'opposition. Alors l'opposition c'est assez bizarre parce que l'opposition elle réunit deux signes de même sexe. Donc il y a déjà quelque chose, il y a déjà différents critères qui s'entrechoquent, qui s'entrecroisent. Et chez Ptolémée, il le dit clairement, c'est pas, voilà, les mauvais aspects c'est 90 et 180 degrés, les bons aspects. Et ce qui est assez curieux, c'est que il y a une phrase de la Tétrabible où il dit les bons aspects, ce sont ceux qui réunissent donc des signes de même nature, de même sexe. Alors on s'attend à ce qu'ils disent la même chose pour les mauvais aspects, en disant qu'au contraire, pour les mauvais aspects, ça relie deux signes de sexe différents. Eh bien, il ne le dit pas. Donc la phrase, on a l'impression qu'elle est interpolée, c'est pas clair du tout. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre d'intéressant? Donc, à partir de Ibn Ezra, alors là, il est complètement courant de parler des signes de feu, de terre, d'air et d'eau, ce qui n'est absolument pas le cas ni pour Manilius, ni pour Ptolémée. Donc on aura compris que chez Manilius, on ne parle ni des planètes, ni des quatre éléments. Mais Ibn Ezra conserve le système de Ptolémée avec les mauvais aspects, à savoir 90 et 180 degrés. Ce qui d'ailleurs a une certaine cohérence, parce qu'on a 60 et 120 degrés, et puis 90 et 180 degrés, donc le double dans chaque cas. Mais en fait, ça ne tient pas debout. Et j'ai failli d'ailleurs faire une édition pour René Allot du Tertius et Intervenience de Kepler, ça s'est pas fait. Ça aurait été intéressant parce que Kepler, justement, au XVIIe, il est un peu antérieur à Morin, une génération ou deux. Kepler propose de rénover la théorie des aspects, d'ailleurs, qui considère comme fondamentalement centrale en astrologie, même il est prêt à abandonner tout le reste sauf les aspects. Alors il reprend l'idée des quintiles notamment, parce qu'il dit, bon, après tout, hein, puisqu'on a divisé le cercle en deux, en trois, en quatre, en six, pourquoi pas en cinq. Enfin, malheureusement, c'est en 5, ça ne donne pas des chiffres ronds, donc ça fait des quintiles de 72 degrés. Et même, on a des semi-quintiles, et on a des, oui c'est ça, des semi-quintiles de 36 degrés. Et voilà, donc, mais il ne réhabilite pas du tout le quinconce. Donc le critère de lien entre signes masculins et féminins n'est plus du tout au centre de la pensée astrologique contemporaine. Donc quand on demande aux gens, alors c'est intéressant, parce que là il y a vraiment un refoulé. Ce qui fait la difficulté du carré, c'est justement qu'il relie un signe masculin et un signe féminin. Ce qui renvoie à la problématique générale du rapport entre les hommes et les femmes. C'est facile à comprendre. C'est plus facile de fonctionner entre personnes du même sexe qu'entre personnes de sexe différents, pour différentes raisons. Mais cette notion-là, elle n'est absolument pas au cœur du discours astrologique actuel. Donc là, il y a une déperdition évidente.
bon, Kepler, Kepler est un réformateur de l'astrologie, et Ptolémée aussi est un réformateur de l'astrologie. Je crois qu'il faut le dire clairement. On a voulu faire passer Ptolémée comme pour un compilateur de la tradition astrologique. Il n'est pas un compilateur de la tradition astrologique. En tout cas, s'il l'est, il l'est d'une certaine façon, mais il est un réformateur de la tradition astrologique, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il est véritablement quelqu'un qui veut restaurer une astrologie authentique en la ressourçant dans le champ astronomique, hein, puisqu'il pense que c'est là la clé de l'astrologie, lui-même qui est astronome, on le sait très bien, avec son Almageste notamment, qui restera la référence jusqu'à Copernic et après, et qui est d'ailleurs la base même du géocentrisme. Et donc, lui, il veut rénover l'astrologie en introduisant. Alors, bon, je ne veux pas simplifier, il est certain que ces 4 livres n'épuisent pas l'ensemble de la littérature astrologique. Mais on joue un peu à ce petit jeu du corpus. On a un corpus de 4 ouvrages qui sont parus entre 71, 70 et 77, et on travaille là-dessus. Bon, ça pose ce que ça vaut. Et donc, Kepler, Ptolémée, donc, considère que, bon, j'exagère peut-être en disant cela, mais il considère que les dieux qui sont attribués aux signes, c'est pas n'importe quoi, on peut pas prendre, il n'y a que 7 planètes, il y a le Soleil, la Lune, et puis il y a 5 planètes, donc il faut faire avec. Et donc, quelque part, il remplace le système de Manilius par un autre système qui est uniquement fondé sur le septénaire. Bon, à partir de ce moment-là, dès qu'on parle d'un dieu, on doit automatiquement parler d'une planète. Hein, c'est clair, c'est comme ça. Voilà. Donc, il a connu cela. Pour que sa théorie des doubles domiciles fonctionne, il faut aussi, bien évidemment, que les planètes se succèdent dans l'ordre de leur vitesse de révolution, et donc là aussi, il modifie la tradition antérieure qui n'est pas forcément celle de Manilius. Hein. Ptolémée a affaire à d'autres textes qu'on peut reconstituer, et qui proposaient, on a d'ailleurs les exaltations qui en témoignent, qui proposaient un système fondé sur l'axe des équinoxes et des solstices, avec Soleil et Lune en rapport avec les équinoxes, et puis en exaltation, et Soleil et Lune en rapport avec les solstices en domicile. Mais j'ai montré que le clivage, que le premier signe zodiacal, en fin de compte, c'était pas le bélier, mais c'était le taureau. Et que l'axe équinoxial, il ne passait pas à l'époque où on disait qu'il passait, puisque quand on dit par exemple qu'il y a le bélier, le soleil et la lune qui sont un axe de symétrie par rapport aux autres planètes, ben, il faudrait donc que l'axe de symétrie passe entre le soleil et la lune, donc entre le bélier et le taureau. Donc taureau serait le premier signe. De même qu'entre le cancer et le lion serait le premier signe qui sont en carré avec le taureau. Et les deux systèmes étant. Normalement, tous les domiciles doivent être en carré avec toutes les exaltations en biologie. Donc, nous avons là un dispositif qui a été perturbé, qui a été modifié. Voilà. Alors, je voudrais revenir aussi sur. Bon, Manilius non plus ne maîtrise pas totalement son sujet. Il nous sort des choses très intéressantes sur les maisons. Mais il y a des moments où c'est assez confus quand même. Mais toujours est-il qu'il semble qu'il a mis plusieurs dispositifs parallèlement. Il semble qu'il y ait eu plusieurs dispositifs sur les maisons, plusieurs dispositifs sur les rapports planète-dieu ou planète-signe. Donc tout ça, c'est un peu compliqué. Mais ce qui est clair, c'est qu'il nous rappelle fondamentalement, d'abord lui, il prône, alors c'est assez révolutionnaire chez Manu, enfin révolutionnaire, c'est important de le savoir, il prône clairement une classification des 12 ascendants, c'est-à-dire des 12 signes, c'est-à-dire pour lui les 12 signes, c'est les 12 ascendants, et une typologie de ces 12 ascendants, voilà, qui sont déterminés par
par la constellation qui se lève au moment de la naissance. C'est aussi simple que ça. À propos de Morin, justement, passons à Morin, puisque nous faisons un rapide tour d'horizon. À propos de Morin, ce qui est intéressant, je le dis d'ailleurs dans différents textes, c'est qu'il est totalement opposé à l'astrologie horaire, qu'il considère comme une astrologie arabe, etc. Et il ne veut pas entendre parler de cette astrologie horaire. Il veut que il préfère de loin les révolutions solaires et les révolutions lunaires, en rapport bien entendu par définition avec le thème natal, puisque c'est le thème natal qui détermine le point de révolution solaire et lunaire, puisqu'on refait un thème sur la base de la position du soleil natal ou de la lune natale. Donc il y a une espèce d'allergie par rapport à l'astrologie horaire, qui était très appréciée à son époque, puisque William Lilly, à la même époque, a consacré sa Christian Astrology à ces questions de l'astrologie horaire, c'est-à-dire la question des questions, des interrogations, et qui est une astrologie qui n'a pas besoin de la date de naissance pour fonctionner. Mais néanmoins, dans le cas de Manilius, il est clair qu'on ne peut pas fonctionner sans la date de naissance, pour déterminer au moins l'ascendant. Donc, il y a comme ça des débats. Un autre débat qui est récurrent, et sur lequel je n'insisterai pas plus, c'est la question de la domification. Ibn Ezra a sa propre domification, Morin a sa propre domification. Il s'en prend à Nicolas Bourdin, puisque les remarques astrologiques de Morin sont dirigées contre Bourdin, qui a fait un commentaire du Scintilloque, que j'ai également publié d'ailleurs, mais plus tard chez Trédaniel en 93. Il reproche à Bourdin d'utiliser les maisons égales, qui est une façon aussi de découper la course des planètes, etc. Mais Manilius décrit très complètement, très largement les significations des maisons, beaucoup plus que ne le fait d'ailleurs Ptolémée. Il appelle ça d'ailleurs des sorts. En tout cas, le traducteur Pingré du latin appelle ça des sorts. Mais en fin de compte, ces sorts, on voit bien que il le dit lui-même, ces sorts, ce sont 12 secteurs qui épuisent plus ou moins, qui permettent de classer les événements divers de la vie, les situations diverses, en 12. Cela dit, il y a aussi la théorie, que je n'ai pas retrouvée d'ailleurs dans Manilius, mais apparemment elle lui est parfois associée, peut-être que ça m'a échappé, qu'il y avait initialement 8 maisons. Alors, en tout cas pas dans les 12 sorts. Enfin, il y avait 8 maisons, et c'est l'octotopos, et non pas 12 maisons. Donc ça aussi, il y a un problème. C'est pour ça que la maison 8, la mort, semblerait avoir été à un moment donné la dernière maison, la dernière 8. Et puis un autre débat qui n'apparaît pas dans les discussions, mais que je mets comme ça un peu sur le terrain, sur le tapis, c'est la question de l'ordre de la numérotation des signes. Alors, on ne sait pas très bien, dans le cas de Manilius, il semblerait que quelque part, il préfère la numérotation des signes en commençant par les signes au-dessus de l'horizon et pas au-dessous de l'horizon, en contradiction avec ce que font les autres astrologues et ce qu'on fait encore aujourd'hui, où on met les maisons 1 à 6 sous l'horizon et les maisons de 7 à 12 sur l'horizon. Ce qui paraît quand même assez incroyable, et les élèves en astrologie d'ailleurs s'y perdent complètement. Voilà donc ce que j'avais à dire, qui me vient à l'esprit, sur ces 4 ouvrages, que j'ai eu comme ça l'idée, je me dis, tiens, je vais revenir sur ces ouvrages, notamment les 2 que j'avais moi-même publiés, et d'ailleurs j'ai consacré donc des petits textes à ce sujet qu'on peut lire en complément. Je crois que donc dans le cas d'Ibn Ezra, effectivement, c'est un ouvrage qui est intéressant parce qu'il est constitué de 2 volumes, de 2 traités, l'un qui expose la pratique astrologique naturelle, et moi je me suis surtout intéressé aujourd'hui à la question plutôt du 2e traité, qui est une sorte de commentaire explicatif du 1er traité. Et donc c'est comme si quelqu'un avait fait un premier manuel d'astrologie, et puis un 2e manuel pour expliquer les problèmes posés par le 1er manuel. Voilà. C'est un peu comme ça, ce qu'on appelle le livre des fondements astrologiques, le Liber Rationum
ou en hébreu, parce que j'ai traduit directement en hébreu, ce livre-là, bien qu'il existait une traduction française, mais qu'à l'époque je ne la connaissais pas. C'est le Sefer, ou une traduction latine plutôt, le Sefer Ateamim, euh, et avec et effectivement, Ibn Ezra, lui, utilise carrément, comme d'ailleurs Morin et comme Bourdin, bien sûr, après, les quatre éléments. C'est intéressant le cas des quatre éléments, qui est certainement lié à Louis-Mazar et à la théorie des grandes conjonctions Jupiter-Saturne, qui a été élaborée vers le 9e, 10e siècle, donc un peu avant Ibn Ezra. Ces quatre éléments, il s'agit aussi de les répartir en fait entre les 12 signes. Et alors, bon, j'en ai parlé, je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, voilà, on a trois séries de quatre éléments. On ne sait pas très bien pourquoi, dans quel ordre ils sont donnés. Ça ne correspond pas à rien de très précis. C'est cet ordre feu, terre, air, eau, on ne sait pas très bien. Et puis cette division en trois groupes de quatre, ça ne correspond pas non plus. Normalement, initialement, les quatre éléments correspondaient aux quatre saisons. Bon. Mais bon, pourquoi est-ce qu'on a voulu les répartir entre les 12 signes? Une des raisons, justement, c'est que, mais c'est peut-être pas la seule raison, c'est que le système Jupiter-Saturne fait que les conjonctions Jupiter-Saturne se déroulent chaque fois à 120 degrés l'une de l'autre, donc en trigone, et que pendant 200 ans ou à peu près, ils se font dans le même élément, pas dans le même élément, dans la même triplicité. Et peut-être que ça a joué, je ne sais pas très bien. Enfin, toujours est-il que, et ce sera ma conclusion, toujours est-il que cette histoire des quatre éléments, ça a complètement occulté la dualité, ça a fait perdre à l'astrologie sa dualité, parce qu'on est passé du 2 au 4, et à mon avis, ça a eu des effets très fâcheux.